Quand on regarde le shakedown à Barcelone, ce n'est pas seulement une question de vitesse ou de position au classement. Ce qui ressort, c'est la façon dont chaque équipe a abordé cette première confrontation avec une réglementation totalement nouvelle. Nouvelle unité de puissance, nouveau châssis, tout est nouveau. D'ailleurs, je te mets une vidéo juste ici, n'hésite pas à aller la voir. Ils ont tout testé, des nouvelles monoplaces dans des conditions qu'ils n'avaient encore jamais fait. Les 5 jours de piste ont dévoilé des personnalités, des stratégies, des forces, et aujourd'hui, on va parler de toutes les équipes et du peu d'informations qui ont fuité et tirer un premier bilan, même si celui-ci n'est pas totalement réel. Bon, déjà, par où commencer, sinon par celui qui a passé la semaine en tête, Mercedes. Cette semaine, sur les tests à huis clos, ils ont tourné plus que quiconque. Entre George Russell et Kimi Antonelli, Mercedes a aligné un total de tours qui dépasse largement celui des autres équipes. Elles ont un chiffre hallucinant de 500 tours pour l'équipe rien qu'elle, et plus de 1000 tours si on additionne les équipes qui ont le moteur Mercedes. Ils n'ont pas seulement roulé longtemps, ils ont enchaîné les séquences de tests, avec des longs relais, des changements de pneumatiques, tout ça, et clairement, Mercedes est au-dessus du lot. En tout cas, Mercedes va vraiment falloir les garder très sérieusement. Ce qu'ils ont dévoilé à Barcelone était vraiment très prometteur. Après, encore une fois, je mets des pincettes, on ne connaît pas le niveau d'essence, ni le nombre de tours de chaque pneu, donc attention, ce que je dis là peut être totalement faux, même si on essaye de tirer au mieux une conclusion pour ce shakedown 2026 à Barcelone. En tout cas, une chose qui est sûre, c'est qu'à l'autre extrémité, on a Williams. Ou plutôt, on pourrait même dire, on n'a pas Williams. Tout au long du shakedown, et d'ailleurs dès le début, ils ont annoncé que Williams ne participerait pas au shakedown. Pas parce qu'il y a un conflit, loin de là, c'est parce que Williams n'a pas passé les crash tests de la FIA. Alors, il y a aussi plein d'autres raisons. Ils ont dit qu'il y avait énormément de retard sur la voiture, mais il y a aussi les crash tests qui n'avaient pas été passés avant jeudi, ou mercredi, je sais plus. En tout cas, c'est une grosse perte pour Williams, parce qu'ils ont aucun kilomètre au compteur pour le moment. C'est un handicap énorme pour cette saison, et si vous êtes fan de Williams, votre saison va être vraiment tendue. Parce que normalement, ces essais, ils servent pas à faire des chronos, ils servent surtout à voir si tout va bien, comme je l'expliquais la semaine dernière dans ma vidéo qui est juste ici. On est censé voir si tout marche bien, si on arrive à faire des longs relais sans que la voiture tombe en panne. D'ailleurs, au niveau des pannes, va falloir qu'on revienne sur Aston Martin, mais ça on en parle un peu après. En tout cas, ils ont annoncé qu'ils étaient prêts pour Bahreïn, mais ils ont perdu 3 jours de roulage, 3 jours entiers. Alors je me pose vraiment la question, comment est-ce qu'ils vont rattraper ce retard? Parce que Aston Martin, qui a roulé que très peu finalement, a quand même réussi à acquérir des données, là où Williams n'en a pas, et on sait très bien que le travail en soufflerie est très différent du travail en Formule 1, ou du moins sur la piste en tout cas. Entre ces deux extrêmes, j'avoue que j'ai pas commencé par les plus drôles, on a Ferrari. L'équipe de Maranello a répondu à plusieurs défis techniques et a fait plusieurs stratégies différentes d'ailleurs. L'équipe italienne n'était pas présente la première journée, elle a commencé à rouler dès le mardi, dans des conditions qui étaient vraiment très compliquées, on y reviendra plus tard avec Red Bull. Néanmoins, Ferrari a fait plutôt bonne sensation d'après les pilotes. Lewis Hamilton a signé le meilleur tour de tous les essais, en 1:16.348 devant Lando Norris, Max Verstappen et même Charles Leclerc, pour qui le shakedown a été plutôt très bon. En tout cas, ces données font sens parce que Ferrari a beaucoup travaillé. Ils ont accumulé beaucoup de kilomètres, environ 440 tours si je me trompe pas. En tout cas, c'est une gestion très intelligente de Ferrari. Ils ont vraiment fait les choses bien d'après ce qu'on a compris. Fred Vasseur était satisfait, Lewis Hamilton était satisfait, Charles Leclerc était satisfait. Si tout le monde est satisfait, c'est que Ferrari va bien. On l'espère. Ensuite, on a les champions du monde en titre, McLaren, qui a vécu une semaine très contrastée. Ils ont commencé à rouler dès le mercredi et ils ont enchaîné du coup les 3 jours, mercredi, jeudi, vendredi. Alors, d'après les rumeurs, ils devaient pas rouler le lundi, ça c'était sûr. Ils devaient peut-être rouler le mardi. Ça, c'est les rumeurs qui circulent. Mais vu qu'on a eu un temps horrible le mardi, il y a eu de la pluie, littéralement. Ils ont préféré rouler dès le mercredi, donc mercredi, jeudi, vendredi. En tout cas, on aurait pu voir McLaren devant et c'est plutôt contrasté, on va dire. On a Lando Norris devant Piastri au chrono. Après, on sait pas les quantités d'essence, tout ça, mais donc ça va prendre avec des pincettes. Mais on a Lando Norris devant au niveau des chronos. On a eu un problème technique sur la McLaren le jeudi avec Piastri. Alors, on sait pas ce que c'est, mais bon, voilà. En tout cas, McLaren a quand même réussi à s'immiscer dans les meilleurs temps. Ça, c'est plutôt positif pour eux. Et franchement, ça part plutôt bien pour McLaren, à part, comme je le disais tout à l'heure, leurs petits problèmes techniques. Mais McLaren va aussi falloir les surveiller, tout comme Ferrari et Mercedes. Bon, je vais pas m'éterniser sur McLaren, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire finalement, à part leurs petits problèmes techniques. Mais on va s'intéresser à Red Bull, et là, c'est un parcours ultra
ultra particulier. On a eu un vrai problème sur la Red Bull. Isaac Hadjar a eu un crash le mardi à cause des conditions vraiment dantesques qu'il y avait et aussi des rumeurs qu'on a dans le paddock qu'il y aurait eu un problème de réglage sur la voiture. Bref, on n'est pas là pour parler du crash. Néanmoins, ça a eu un impact considérable sur l'équipe parce que les pièces ont été cassées et Red Bull a dû en fabriquer d'autres en urgence, les faire revenir à Barcelone. Résultat, ils devaient rouler le jeudi et ils ont roulé seulement le vendredi. Bon, malgré ce retard, Red Bull n'est pas à plaindre, ils ont quand même fait beaucoup de tours, notamment avec Max Verstappen du coup qui s'est montré très actif. Donc il n'y a pas beaucoup de choses à dire finalement sur Red Bull parce qu'avec le crash, on les a pas vus beaucoup rouler et ils étaient vraiment en deçà de ce qu'on avait pu voir. Mais Lando Norris est seulement à 2 dixièmes après Lewis Hamilton sur la 5e journée et Max Verstappen est seulement 5e. Bon, maintenant on va parler d'Aston Martin parce que là c'est aussi très intéressant et je rigole même pas. Aston Martin, il y a eu beaucoup de problèmes sur la voiture. Déjà un énorme retard, ils ont dû rouler que 2 jours, jeudi et vendredi, et ça partait extrêmement mal. Dès jeudi, on a eu un problème au bout de 5 tours sur la voiture d'Aston Martin. Alors, on sait pas de quoi c'est dû, est-ce que c'est le moteur, tout ça, on sait pas trop. En tout cas, la voiture a quand même pu rouler, la MR26 a reroulé le vendredi, et ils ont fait qu'une 50aine, 60aine de tours, c'est pas énorme. Donc ouais, Aston Martin déjà, ils ont une approche très agressive, je trouve, au niveau de la voiture. On a juste à regarder les suspensions avant de la voiture, je la trouve très agressive. Après, c'est que mon point de vue, honnêtement. En tout cas, pour Aston Martin, j'avoue que le départ n'est pas bon du tout. Va falloir qu'ils changent de train, qu'ils aillent plus vite, parce que là, c'est pas fou. Ils ont pas été très vite en plus pendant leur tour. Si on regarde la dernière journée où ils ont pu rouler, ils tournaient à 4 secondes des leaders pour le tour le plus rapide, avec 61 tours, très exactement. Bon, maintenant on va parler de Alpine. Alpine. Franchement, j'avais très peur pour Alpine, je vais pas vous mentir. Et Alpine n'a peut-être pas fait la une des médias, mais son approche à Barcelone a été l'une des plus cohérentes parmi les équipes qui n'avaient pas commencé la saison avec la même visibilité que Mercedes ou Ferrari. Tout au long du shakedown, Alpine s'est concentré sur ce qui compte vraiment dans les tests, comme celui-ci. Rouler, tester et apprendre. Les pilotes ont accumulé près de 349 tours au total, ce qui est énorme. Pas de problème majeur, ils sont 4e au classement des distances parcourues, donc franchement, c'est pas mal. En plus, ils sont souvent classés dans le top 10, bon, vous me direz sur 13 ou 14 pilotes par jour, mais quand même. Mais c'est plutôt pas mal pour Alpine et je suis vraiment agréablement surpris pour Alpine, c'est très bien. En tout cas, il y a encore du boulot, il va falloir fiabiliser encore plus la voiture parce que ça reste Renault. Désolé pour la balle perdue. Mais Alpine, ça part mieux que l'année dernière. Chez As, cette écurie qui accueille Esteban Ocon, ils sont pas en tête des chronos, mais par contre, au niveau du volume de tours qu'ils ont fait, énorme, 402 tours, 400, c'est énorme. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi. Moi, je pense vraiment que cette année, en 2026, on va avoir le droit à des voitures qui vont sortir du lot, mais des voitures qu'on n'attendait pas. As, Alpine, on croise les doigts. Mais franchement, c'était plutôt pas mal. La semaine a été l'occasion pour As d'expérimenter beaucoup de configurations, notamment avec une philosophie de test très orientée vers la compréhension du comportement de la voiture. Oliver Bearman et Esteban Ocon ont tous les deux signé des tours plutôt réguliers, donc ça c'est bien aussi, franchement. En tout cas, ça n'a pas été les plus rapides, ça c'est sûr, mais c'est les 3e au nombre total de kilomètres parcourus. Et ça c'est cool. Bon, maintenant on va parler de Racing Bulls. Racing Bulls, c'est une équipe qui est pas toujours mentionnée en premier, et pourtant, elle essaye de tirer son épingle du jeu. Leur approche a été simple et efficace, profiter d'un shakedown de 3 jours complets pour accumuler des données fraîches, tester le nouveau moteur Ford et permettre à leurs pilotes de s'immerger dans la voiture 2026. Parce que oui, le seul rookie de l'année 2026, il est chez Racing Bulls, il s'appelle Arvid Lindblad et Racing Bulls a quand même fait 318 tours au total. Ils sont dans une plutôt bonne position par rapport aux voitures du milieu de tableau, littéralement, et donc ça c'est plutôt bien. Maintenant, on va parler des 2 nouveaux arrivants. On va commencer par Audi, avec le duo Nico Hülkenberg et Gabriel Bortoleto, qui ont eu quelques problèmes techniques et qui ont dû limiter certains relais. Ils ont fait 240 tours, c'est pas énorme, mais c'est bien pour un début. Ils ont voulu faire leur propre moteur, ça c'est honorable. Est-ce que c'est bien? On verra bien, hein. S'il y a que des problèmes techniques, c'est sûr qu'il aurait mieux valu acheter un moteur Mercedes.
surtout que c'est allemand aussi. Bref, c'est pas la question. En tout cas, les données recueillies ont été essentielles et pour les tests à Bahreïn et surtout pour le premier Grand Prix à Melbourne du 6 au 8 mars 2026. Mais c'est vraiment important de noter ce qu'ils ont fait, Audi, parce que c'est pas mal. Ils ont vraiment fait les choses bien et le fait d'avoir construit plutôt leur propre moteur, ça apporte vraiment quelque chose et ça c'est pas mal. Bon, on va terminer avec Cadillac. Je suis désolé de pas m'éterniser sur chaque équipe, mais déjà j'ai pas le temps et ensuite, on n'a pas beaucoup d'infos. Donc je vais essayer d'en donner un maximum, mais vu qu'on en a pas beaucoup, je sais pas trop quoi vous donner. En tout cas, Cadillac a vécu sa première semaine de vrais tests en Formule 1 et avec une prudence qui se comprend bien, hein, bien évidemment. 164 tours à Barcelone, ce qui n'est pas énorme, mais c'est pas anecdotique parce que pour construire une vraie équipe de Formule 1, 164 tours sur 3 jours de test, c'est plutôt pas mal pour une nouvelle équipe. Ils arrivent, ils n'ont aucune infrastructure. Ils les ont construites, mais ils en ont aucune qui date des années précédentes. En plus, ils ont un plutôt bon duo pilote, Valtteri Bottas et Sergio Perez. Ils ont alterné du coup les tours pendant ce shakedown comme une longue séance d'apprentissage. En tout cas, Cadillac c'est plutôt bof. Je sais pas trop comment les classer. C'est pas bien, c'est pas mauvais. Voilà, je vous laisse vous faire votre propre avis sur Cadillac. En tout cas, avant de se quitter, ce que je peux dire, c'est que ça a été plutôt productif pour tout le monde. On n'avait aucun média présent, c'est pour ça qu'on n'a pas eu beaucoup d'informations. Mais on se retrouve à Bahreïn. Enfin, du coup, moi je serai encore ici en France. Mais on se retrouve à Bahreïn pour les prochains essais hivernaux qui cette fois-ci devraient être diffusés, ou du moins à la dernière heure. Bref, rendez-vous à Bahreïn du 10 au 12 février. Moi je vous dis à bientôt. Salut! Burning bridges and falling stars.